C'est pas... Donc, vous avez crié, t'as crié de joie, t'as hurlé? Non, on était deux. Il y avait un copain qui s'appelait Philippe Métro et j'attendais. Je savais que je l'avais puisque Moutapa avait dit mon nom, mais j'attendais qu'il dise Métro et il a dit Métro. Il a dit Métro. Ouais. Et donc on était super contents. Moi, je connais On pas l'avait Métro. préparé ensemble. Il était dans ta promo? Il était dans ma promo, ouais. Voilà. Bobo, j'ai eu un hurlement. Rentre. J'ai crié tellement fort. Et Yvonne, il faut que tu filmes Yvonne. Quelle... Moi, j'ai crié tellement fort que les vitraux de Sainte-Cécile, elles ont un peu éclaté. Là. Il y a une acoustique ici C'est incroyable. qui est incroyable. Parce qu'il y a des orchestres de musique de chambre qui viennent ici. Mais oui, tu sais que les ingénieurs, ils ont joué la symphonie fantastique de Berlioz ici. Et le mec de DK, Eric, tu te souviens? Il a dit il n'y a rien à faire tellement l'acoustique est parfaite ici. C'était le théâtre privé de Bonaparte. Et le concours d'entrée, c'était ici? Ah non? Non, salle Louis Jouvet. Ah, il y avait pas de... C'était premier tour, c'était dans les petites salles là-haut. Et puis après, on joue dans la salle Jouvet. Donc, ami Donia Prouez, et je sortais par là. en parlant de l'Afrique, en parlant de la religion et tout ça. Et on voyait ça. Et dehors, il y avait un copain qui donnait à bouffer à des pigeons qui s'envolaient tous quand on ouvrait la porte. C'est beau, ça. Vous avez beau tout fermer, vous ne pourrez pas exclure cette part de l'humanité pour lequel, cependant, le Christ aussi, cependant, est mort. Je disais tout ça. Et je sortais par là. C'était planifié, ton truc de pigeon. Ouais. Ah oui, on l'avait. C'est incroyable. Puis là... Ah oui, tu avais déjà le sens de perspective. Regarde, t'as déjà une... Ouais, c'est très beau, non? Toi qui aimes la photo. Tu te souviens des Péronne? Ouais. Non, je me souviens du rire, c'est... Et puis je me souviens à un moment donné, quand je prends l'identité de l'infirmière, que j'enlève ma perruque blonde, je fais en espagnol « Para cabello suelto y libre una sensación L'Oréal ». Et puis je quittais la salle. Oh, quelle cochonnerie de maladie. Et la télévision américaine, c'est sûr qu'ils sont là. Ils sont là. C'est des embaumeurs. Tu m'as dit que c'est le meilleur. Tu m'as dit que c'est le même qui a embaumé Staline. Mais c'est un espagnol. Tu es sûr qu'on n'aurait pas dû prendre plutôt un américain? Non, c'est le meilleur du monde. Écoute, tout est prévu, ne pense plus à ça. Écoute-moi bien. Le restant, je m'en fous. Mais je vais être à la CGT. Et pas n'importe où, hein. Dans le grand amphithéâtre. Si vous me mettez ailleurs, je vous fous en l'air les élections. Tu vas être à la CGT. Et mes robes autour. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur des valises. Je les veux dans les bijoux autour de moi. Et tous mes bijoux. Et chaque année, pour mon anniversaire, vous en rajouterez d'autres. Oh merde, je crève. Appelle l'infirmière. C'est Moi, je me souviens de toi dans un Beckett. Ouais. On avait Godot. en deuxième année, avec avec Adrien, on avait joué Godot avec Bruno Puzulu, Voilà. qui faisait Vladimir, et moi Estragon. Oh, le roi délicieux. Aspériant, allons-nous-en. Pourquoi? Ouais, ton Godot. Ah, c'est vrai. T'es sûr que c'est ici? Quoi? Qu'il faut attendre? Ouais, il a dit devant l'arbre. T'en vois d'autres? Qu'est-ce que c'est? Il y a un saule. Où sont les feuilles? Il serait bien mort. Ce serait pas plutôt un arbrisseau, ça? Un arbuste. Un arbrisseau. Qu'est-ce que tu veux insinuer encore? On s'est trompé d'endroit. Il va être là. Il a pas dit ferme qui viendrait. Est-ce qu'il vient pas? Nous reviendrons demain. Il n'y a pas demain? Peut-être. Et ainsi de suite. C'est-à-dire? Jusqu'à ce qu'il vienne. Je me souviens aussi des cours, de ce que tu tentes aussi. C'est vrai, quoi, quand tu prépares, tu travailles une scène, tu prépares plein de trucs, etc. Puis t'es vachement anxieux, quoi. Enfin, vachement...
Et tu présentes ça, il y a les gens qui regardent, après, des fois, ça fait un succès, quoi. Mais un succès de cours, ce qui reste absolument exactement. idiot, quoi. Parce que Stars, il y a des stars de classe, des stars d'école. oui, puis même sur une séquence, quoi. Tu peux travailler une séquence, une séquence qui n'a rien à voir avec l'auteur, mais comme c'est juste une séquence courte, ça fonctionne quand même dans l'énergie et tout le monde dit dans la classe c'est super, mais finalement ça n'a rien à voir. C'est comme le Godot qu'on avait présenté ici. En fait, ça n'avait rien à voir avec Beckett. En gros, quoi. Ça passait parce que c'était l'énergie d'élèves, mais après quand on a retravaillé, qu'on l'a joué, on a cherché pendant 3 semaines à retrouver les sensations, à refaire ce qu'on faisait ici, et ça ne marchait pas. Et à la fin, on ne savait plus du tout, on était désespérés, et on a répété une après-midi 3 semaines après avec Adrien. sans savoir du coup, et là, les choses sont arrivées, quoi. Mais là, on commençait à rejoindre Beckett. Comme dit Amira, tu sors d'ici, tu n'as pas forcément de colonne vertébrale pour savoir travailler. Oui. Et voilà. Et donc, tu dépends, pour le coup, vachement du metteur en scène et de ce que le metteur en scène t'amène ou pas, s'il est brillant ou pas. Or, normalement, on devrait quand même avoir une colonne vertébrale et une méthode de travail qui fait que quand tu sors, tu arrives quand même toujours à te débrouiller, voilà. Même si tu as un metteur en scène insuffisant, un directeur d'acteur insuffisant en face, quoi. Tu n'avais pas quand même franchement peur parfois quand tu présentais les trucs? Bah oui. C'était un peu « This is your life, and now you've got 2 minutes, and you're either gonna make it or you're gonna break it !» C'est vrai. Je trouve que c'était intéressant aussi avec les profs, c'est que forcément, ils t'ouvraient ton esprit et je veux dire, tu découvrais grâce à... Par exemple, avec Hegel, on avait fait tout un travail sur la position de la femme au XVIIe siècle. C'est quand même intéressant, non ? Et puis, avec Adrien, on avait fait un travail sur Bourdieu, sur les textes de Bourdieu. J'aurais peut-être pas connu ça sans eux. Ouais. Mais par exemple, Hegel, c'est une des seules qui est venue et qui m'a dit « Ah, ça, c'est une pensée juste. À quoi tu penses ?» Elle venait presque comme une caméra, là, tout près, qui travaillait vraiment dans l'intime, dans l'intime du corps de l'acteur. Chez Bernardi, quand il nous faisait travailler la tragédie, ou quand il faisait travailler la tragédie à d'autres et que je regardais, moi, il y avait... Je l'ai travaillé comme ça aussi après, moi, c'est-à-dire avec ses discours en protase, discours en apodose, les acmés, les voyelles blanches à contretemps qui vont chercher... C'est quoi la protase? Oh bah c'est très compliqué. C'est Enfin, très compliqué. on va pas rentrer dans le détail. Ça nous a aidé discours aussi en protase, c'est l'ordre normatif. C'est aujourd'hui au conservatoire à 10h. Catherine Corsini va filmer. Devinez quoi? Devinez qui? Devinez qui, et voilà, et on cite nos noms. Voilà, tu vois, voilà un discours en apodose, c'est un discours où Catherine Corsini va filmer aujourd'hui voilà, 2 acteurs au conservatoire, etc. Tu vois? Et donc tu dis tout de suite. Enfin, je veux dire, le discours en protase, c'est un discours qui est tenu, et puis en tragédie, c'est comme ça, tu lâches rien, et puis, pof, à la fin, tu vois, c'est un discours qui est tout en tension comme ça, et où tu écoutes parce que tu veux savoir la suite, tout est révélé à la fin. Discours en apodose, les voyelles blanches à contretemps, c'était des voyelles qui sont mises toujours à un moment charnière d'émotion pour le personnage en tragédie. Et donc, si tu suis tout ça, finalement, tu arrives à retrouver, c'est ce que voulait Bernardi, arriver à retrouver l'état dans lequel était l'auteur quand il a écrit son texte. Et ça, c'était intéressant parce qu'en appliquant protase, apodose, l'acmé et tout ça, que lui, il faisait toujours des parallèles avec la musique, crescendo, diminuendo, paf, comme ça, tu lâches ton volcan, comme ça. C'était intéressant parce que quand même, on arrivait parfois à comprendre le texte qui pouvait être incompréhensible à cause d'une ponctuation ou alors massacré à cause d'une ponctuation de l'éditeur. Je me souviens qu'un jour, Adrien n'était pas là, et donc on s'est barré, moi j'étais dans l'école, et donc on n'avait pas cours, et j'étais venu dans le théâtre, j'étais là, dans cette loge-là, où tu es, et il y avait Swartzide qui donnait un cours ici, et puis subitement ils m'ont vu, et Swartzide m'a vu, et il a commencé à dire « Qui est là ?»
Qui est là-haut? Alors je dis, bah c'est moi, enfin je ne me cachais pas moi. Alors je dis, bah c'est moi, et vous venez nous voler notre théâtre. J'ai dit, non, 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 non. Et après je l'ai attendu à la sortie, je dis, bah voilà c'est moi, je m'appelle Eric Caracal, j'étais là. Je sais pas ce que je peux voler, mais voilà. Ah bon. Voilà. Oh, ah non, ça j'adore parce que je trouve que la vie n'est faite que de premières fois. Les premières fois sont les plus intéressantes et c'est ça qu'on voudrait toujours retrouver, cette espèce d'état d'innocence quand on travaille. Ouais, cet état, l'état de l'enfance. Et en même temps, moi j'aime les acteurs qui jouent leur vie, qui jouent... j'aime aussi la distanciation énormément, mais j'aime bien les acteurs comme Peter Lorre, quand tu sens que ça brûle, ça vibre, même si parfois le jeu est excessif, mais j'aime quelque chose de tenté que rien de tenté. J'ai voulu être actrice au départ pour l'amour des mots et pour pouvoir être plusieurs personnes. Et ça vient du fait que je me déguisais. Chez moi, il y avait une sorte de panier à déguisement, et puis on se déguisait, et on devenait quelqu'un, et on prenait cette voix, et notre physicalité changeait, même dès l'enfance. Et j'avais une sœur qui filmait, et un jour j'étais hôtesse de Qantas avec l'accent australien, le lendemain j'étais une fermière, le lendemain je jouais l'aristo anglaise, et ma sœur filmait, et puis moi je jouais les personnages. From up north, and if you're talking like from up north, you don't talk like the same, you've got a different body language, you know what I mean? Mais tu pourrais faire les accents français? Ah bah oui, mais j'ai pas eu l'occasion, je l'ai fait au conservatoire. Je vais jouer un peu Désiré, j'avais joué Désiré avec un titi parisien. Hey, Désiré, tu vois. C'est la pièce de Vitry? Ouais, jouer la bonne. En fait, j'étais quelqu'un d'extrêmement émotif. Voilà, je faisais des crises de panique, d'attaques paniques, des choses comme ça, quoi. Donc, c'est vrai. Ouais, tu pensais que le théâtre était Non, bah donc j'ai, comme ça, pour des raisons de santé comme ça, j'ai repiqué la terminale. Et donc, comme j'avais le niveau, je me faisais chier. Donc voilà, c'est mon frangin qui m'a inscrit au conservatoire de Rouen parce que lui voulait faire un peu de théâtre et il m'a inscrit aussi. Puis voilà. Donc j'avais du temps pour faire du théâtre, quoi. Tu n'avais pas la vocation au départ? Non, non, la vocation c'est venu après. Non, au début, moi j'étais un petit marrant, moi, j'étais un petit comique en classe. Voilà, on était des voilà, moi j'imitais les gens, j'imitais les professeurs, enfin voilà, c'est venu comme ça, c'était assez potache spirituel. Ouh. Beauté. Arletty était une femme d'une grande beauté, quand même. Mangano était extrêmement belle et ça les a pas empêchés de jouer la reine et la boniche. Elles ont joué les deux chions. Alors que j'ai l'impression, surtout aujourd'hui, qu'on voit tout d'un aspect social. Non? On socialise tout. Donc forcément, on socialise la beauté aussi. Ah non, vous êtes trop belle pour jouer une concierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Mangano dans L'argent de la vieille. Attends, voilà. Voilà. Alors, je dois aller lire à voix haute. Oui, lis-le. C'est un tout petit poème, juste le dernier là. Juste ça, cette partie-là. La beauté ne se crée, elle est. Poursuis-la, elle périt. Ne la poursuis pas, elle persiste. Rattrapez les plis dans la prairie où le vent passe ses doigts. Le Dieu fera que jamais tu n'y parviendras. Ça, c'est très juste. Et moi, j'ai l'impression que j'en ai pâti d'avoir eu un physique fort parfois. Il y a des gens qui ont des préjugés. J'ai aussi voulu faire le conservatoire pour ça, pour me dire je ne veux pas arriver parce que j'ai un demi-physique et toc-toc sur les portes. Non. Je trouve ça obscène. Moi, je venais d'un autre monde, je venais de la mode, du monde de l'image. Et je voulais me fondre dans cette école. Je voulais absolument être comme les autres qui avaient fait 4 ans de théâtre. Moi, j'avais fait seulement 2 ans de cours.
Mais c'était important pour moi d'avoir une technique. Donc tu veux dire qu'il y avait de la jalousie par rapport à ton passé de mannequin, de la mode ou pas? Peut-être que je gênais. Peut-être que je... Ouais, un petit peu, oui. Il y a une signification. Engagement. Est-ce que je suis un acteur engagé? C'est ça? Engagement. Engagement, je sais pas. C'est l'engagement dans les rôles ou l'engagement dans la vie publique? Non, dans la vie publique, pas tellement, parce que je suis pas quelqu'un de très politique, moi, en fait, finalement. Enfin, mon engagement, il est plus poétique, on va dire, quoi. Mon engagement, il est ouais, quand je joue, ou quand tu réalises un film, où tu racontes des choses qui font partie de la vie, donc, et même de la vie présente. Je crois que quand tu es acteur, quand tu joues un rôle, le rôle te renseigne sur ce que tu es toi. Quand tu fais un film, ça te renseigne sur ce que tu es toi, finalement. Donc je pense que c'est important pour un acteur d'avoir un point de vue dans le monde, enfin sur la société, sur le monde dans lequel il vit, quoi. Il vit. Mais et voilà, et c'est suffisamment violent d'aller sur un plateau ou d'essayer de faire un film comme le genre de film qu'on essaie de faire, qui soit pas forcément du divertissement, même si c'est bien le divertissement, je dis pas le contraire, mais enfin, quand même, on essaie de dire un peu autre chose, quoi. C'est toujours assez violent, finalement. Donc l'engagement, il est là-dedans, dans le choix de texte que tu fais. Quand moi, je décide de jouer Bond, on me proposait d'autres choses dans des théâtres privés, etc. J'ai dit non, et je suis allé travailler Bond à la Colline, voilà. L'engagement, il est là, quoi. Et je trouve que nous, finalement, ce qu'on essaie de montrer, quand on fait des films et tout, il y a par exemple, certaines personnes peuvent voir mon film et dire oh, ouais, c'est triste, ou ne pas avoir envie de le voir pour ça. Bon, c'est de la limonade, mon film, à côté de ce qu'on voit à la télé. Si tu regardes pas ça comme une image qui défile devant toi, si tu prends un peu conscience si tu as un point de vue un peu politique, quand même. Lucas! À table! Lucas! Tu fais la gueule? Hein? Allez, viens, on va manger. Jeanne, Quoi? je suis passé devant la maison de Richard. Il y avait un panneau à vendre. Tu crois qu'il est revenu? Je sais pas. Je veux pas le savoir. Allez, viens. Ah oui. Elle montre ce... C'est moi qui dois le lire. J'ai dit Christine Pascal, Catherine Breillat, elle montre ce que ressentent les femmes. Je connais moins bien le cinéma de Christine Pascal. Mais pour Breillat, ça a été important pour moi, parce que c'était mon manifeste politique à moi, faire Anatomie de l'enfer. Je ne suis pas allée comme, allez, tiens, une question pour... je ne suis pas allée comme ça, gratuitement, comme si c'était... comme il s'agissait de n'importe quel film. Je me suis impliquée dedans, sachant que, comme on vit une époque extrêmement... où la rétine s'est vachement rétrécie, je savais que ça pouvait réveiller et provoquer presque des sensations, une sorte de critique incendiaire et lapidaire, et de la part de la société, parce que le film parle de ça, justement, de ce qui est vraiment obscène. Qu'est-ce qui est obscène? Qu'est-ce qui est... est-ce que les oreilles d'une femme sont dans le domaine de l'obscénité? Oui, dans certaines religions. Ça parlait de
de tous ces questionnements, est-ce qu'on peut être la maman et la putain en même temps? Moi, c'est mon rêve. Je pense qu'il y a avant et un après Breya. Pour moi, je crois qu'elle m'a fait absolument prendre conscience de qui j'étais parce qu'elle m'a réellement révélée à moi-même par le regard qu'elle a eu sur ma personne dans le off, avant que le tournage commence. Elle t'a vu presque comme une peinture. Oui, mais aussi comme une parole. Oui. Mais je crois qu'elle a dessiné et compris très bien qui j'étais avant que le film ne commence. Donc il y avait une sorte de pacte de confiance, même si je la connaissais que très peu, mais il y a eu une sorte de liaison et de connexion très forte sur ce qui nous touchait toutes les deux. Je me souviens, on marchait à sur le canal Saint-Martin et on parlait de Viridiana, de toutes les deux, de cette espèce de choc que ça a été pour nous, ce film. Voilà, c'est ça. Citation, Philippe Clévenot. Quand je joue, je n'ai pas vraiment peur. Je me mets en état de peur. Je veux pouvoir me dire qu'est-ce que je vais dire après, pourquoi ça continue. Et si je ne disais plus rien, là, en plein milieu de la représentation. Voilà. Non, mais je trouve ça incroyable. Jouer dans cet état-là, par exemple, je trouve ça incroyable de se dire à chaque moment mais pourquoi je ne m'arrêterai pas là. Et si je m'arrête là, se mettre en danger comme ça c'est être en tous les cas, pour moi, en osmose avec le moment présent, quoi. Quand on parle de Depardieu, la monstre sacrée, etc., c'est vrai, Depardieu, je trouve que ça, c'est une de ses forces, c'est ça, quoi, c'est d'être dans le moment présent. Absolument, quoi. Et d'ailleurs, tu sens bien un acteur on commence à dire action, enfin, qui se bloque, qui se rigidifie, quoi. Dès que tu dis action, quoi, il se rigidifie, puis il y a un truc qui devient important, et il y a déjà une petite mort dans le côté rigide. Ça m'a toujours frappé, ça, au cinéma. Tu joues et tu croises le regard d'un technicien, tout de suite, il baisse le regard. C'est assez drôle, quoi. Mais toi, tu n'as pas à faire comme si tu les voyais pas. Tu es là, tu joues, il y a la caméra qui est là, mais derrière, il y a des regards. Si tu tombes dessus, il faut le prendre. Et tu l'incorpores à ce que tu es en train de jouer. Ça peut être très beau, quoi. Faut pas nier ça, quoi. Le moment présent, il est important. Il faut faire avec. Carrément lisse. Il y a un décor de cinéma. Il y a un décor de cinéma, la lumière et tout. Super beau. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Je t'ai vu à la télé. Catherine Corsini, c'est la réalisatrice avec qui j'ai travaillé juste avant. Monsieur Caramanlis. Et on vous doit du pognon, je crois. Hein. On va vous le filer en... Oui, bon, quand tu passes faire un tour, tu dis à ton père. Oui, d'accord. Hein, Ça a été? C'est bien? Très bien. C'est bien. Elle est super. J'ai laissé suffisamment. Je me suis fait chier, mais quand même comme un rat, parce que, tu sais, le bâti, il est gauche comme ça. Oui, c'est ça. Quand je les mettais en bas, celle-là, c'était juste là où ça sortait 1 centimètre. Oui, c'est ça. Alors j'ai piqué dans le bâti, tu vois, pour enfoncer et tricher avec les charnières. J'ai gardé les vieilles charnières, comme je sais que t'aimes les trucs un peu vieux. Puis j'ai peint la crémone, parce que normalement les crémones c'est comme ça. Oui. Alors, je l'ai peint pour que ça fasse bravo, merci. Et puis, alors, tu l'as peint? Oui, je l'ai teinté, mais un peu trop, je l'ai fait un peu trop brun. Tant pis, c'est pas grave. Non. Je crois qu'il était par là-bas, Gabin. Mais t'as vu ces bâtiments? Et chez moi, c'est pareil. Tu vois, tout repose là-dessus. Et le reste, c'est gâché, quoi. C'est du plâtre avec du bois qui remplissent les trous, mais
t'as un second métier en fait. C'est ça. C'est le seul vrai métier parce que quand tu es acteur et que tu es au bout du monde, qu'est-ce que tu veux dire, je suis acteur, tu parles pas la langue. Les mecs, ils t'envoient. Alors que si tu es maçon, bah, ton mur, tout le monte. Et dis-moi, Regardez c'est ce quoi qu'ils cette font. église? C'est une église protestante. Regardez le chantier. Incroyable, non? Tu vois, regarde ça, ce vieux bâtiment-là. Tu rachètes tout ça. Ça, c'est des bureaux. Le soir, tu mets une grande table, tu invites qui tu veux, tu peux faire du bruit et tout ça. Regarde. Tu vois? Et ça devient d'où cette passion pour le bricolage? Enfin, même plus que ça. Mais Pour ça le... vient de mon père. Voilà, parce que mon père, il est dans le bâtiment. Et donc, il m'a passé ça, quoi. Je peux pas marcher dans la rue sans regarder un immeuble en me disant « Oh tiens, ça c'est à vendre », comme la petite maison que je vous ai montrée. Pour moi, ça a toujours été lié au chantier. C'est marrant parce que j'habite dans un endroit là où il y a un chantier juste en face. Les chantiers en construction, ça a toujours été un truc qui m'a poursuivi. Qui doit être aussi peut-être lié au père, je pense. Alors j'avais une question sur les pères. Ouais, On n'a pas arrêté de parler de toi avec tes pères spirituels. ouais. Alors, Papa Chéreau et Papa Duperron. Tu te sens fils? Tu te sens fils? bah ouais, je crois quand même. J'aimerais dire non, mais ouais. Ouais, un jour, il faudra que je passe père quand même, un peu. Ça sera bien. Tu te sens prêt? Non. Tiens, regarde ce bâtiment. Tu la vois, la pendule? Ça doit être une structure bois, pareil, tu vois, qui tient tout le truc. Ouais, dans un décor. Ouais. Ouais, des... Ouais, la lumière était très belle ce jour-là. Alors, je vais vous montrer. Quand tu as fait les repérages de ton film, tu as fait beaucoup de photos? Voilà. Oui, j'ai fait beaucoup de photos. Je vais vous les montrer. Voilà, ça c'était... Tout ça, c'est les plans du film, un peu. Hein. Si j'arrive à bien photographier un endroit, je sais que mon décor, c'est un bon décor. Et que j'aurai aucun souci à faire bouger les acteurs dedans. Donc tu as déjà ton plan, ton cadre. Bah, j'ai déjà quelque chose où... C'est pas... Tu vois, ça, c'est les chutes du Niagara qu'on avait mis dans mon film. Voilà, ça, par exemple, je l'ai cadré comme ça, sans le ciel, dans le film. Parce que comme c'était l'histoire de deux frères, il y avait une mère assez agitée et une autre très calme, séparée comme ça. Alors pour moi, ça racontait ça. Après, on n'était pas obligé de le déceler, mais tu vois, voilà, c'est comme ça. C'est vrai que ça, c'est ton acteur. Voilà, mon acteur Vincent, le petit Vincent Rottier. Voilà. Julie. Et Julie. Et Vincent. Comment tu diriges les acteurs? T'as la musique dans la tête déjà Bah, disons que c'est lié certainement oui, à une sorte de rythme. On voit bien des acteurs qui vont pas... Bah voilà, deux acteurs incroyables. D'ailleurs, ces deux acteurs-là, c'est quand même des acteurs du Sud, quoi. Moi, je me sens très à l'aise en Espagne parce que mes parents sont espagnols, ou même, là, en ce moment, je suis en Algérie. Je trouve les gens d'une... Enfin, je sais pas, il y a un accueil, il y a une chaleur humaine et que j'adore. Et j'y avais pas du tout pensé, mais quand ces deux-là se sont vus sur le plateau, ils ont commencé à se parler en arabe. Ah ouais. J'avais l'impression de voir deux frères, en fait, le frère aîné et le petit frère. Il y a quelque chose d'un lien de parenté entre les deux Maurice, Bénichou et Garel. Il y a des gens qui ont l'air toujours d'adolescents quand même. Quand tu travailles avec Maurice Garel, il rejoint tout à fait le jeune acteur avec qui je travaillais, avec Vincent Rottier. Quand il voit un enfant, il ne le trahit pas parce qu'il pense que c'est un homme avant de penser que c'est un enfant. Donc il pense qu'il peut tout à fait apprendre des choses d'un enfant.
Une tête incroyable quand même. Ça, je trouve ça super beau parce que l'écho, et ça, le passage de l'un à l'autre, c'est beau aussi. Mais je trouve que l'écho du passage de Maurice, où il apprend la mort du frère, l'écho, on l'a juste dans le plan d'après. On a l'acteur qui fait rien quand, tu vois, il pleurniche pas quand on lui apprend. Peur. Alors? C'est quoi? Peur. Peur. Ouais. Ah oui, moi j'ai très peur de la mort. Hein. La décomposition. Je voudrais que ça vienne vite. Ouais, ça aussi. La dépendance. Peur de plus être utile. Peur de plus pouvoir exercer mon métier, parce que c'est aussi un métier qui existe avec la dépendance. C'est un métier qui... Mais t'as pas peur je vais jeter ça. T'as pas peur de la dépendance. Ça me fait peur d'avoir cette bonne femme à côté de moi. T'as pas peur de la dépendance. Si. Et puis même si je fais du théâtre, j'ai peur à l'intérieur. Et puis, je vis avec ça, mais après. La peur de ne pas être regardée, ça aussi, c'est de travailler mais de ne pas être regardée. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Alors, je pense que moi, je suis aussi actrice parce que c'est pour défier la mort, c'est pour devenir immortelle. C'est pour faire un fuck you à la mort. Donc, forcément, je préfère être immortelle dans des choses qui vont un peu durer. Les Cocteau, le cinéma, c'est filmer la mort au travail. Voilà. J'ai toujours le souvenir de Lino Ventura dans Cinéma. On lui disait, mais alors... la jeune génération ne vous fait pas tourner, pourquoi? Il disait, bah, ça, je sais pas, il était super triste. Et la journaliste lui dit, vous pensez pas que c'est parce que vous faites peur un peu aux gens? Et lui dit, mais enfin, mais je vous fais peur? Et elle fait, oui, un peu. et il était d'une grande tristesse par rapport à ça. C'était pas un moins bon acteur, en fait, à la fin de sa carrière, au contraire. Mais le désir des gens s'était un peu arrêté, enfin, était moindre par rapport à lui. Et je trouve que c'est insupportable de vivre ça. Donc tu as quand même envie de gagner ton autonomie pour te dire, bah voilà, si un jour le désir des gens s'arrête, il y a quand même une possibilité de continuer à exister dans ce que je fais, voilà. Et c'est important. Mais tu as choisi de mettre en scène au cinéma, pas au théâtre. Oui, ouais. Bah, c'est venu par la photo. Ouais, voilà. Ouais. C'est venu... c'est venu par la photo, mais c'est venu aussi d'abord pour ça, pour trouver un endroit en marge dans lequel tu puisses fonctionner et ne pas être amené à toi à nouveau en tant qu'acteur. Enfin, tu vois, c'est vrai que c'est, au bout d'un moment, sortir un peu de sans arrêt faire l'acteur, sans arrêt se mettre de côté, quoi, pour laisser le personnage arriver, laisser l'auteur s'exprimer, laisser le metteur en scène montrer ses idées aussi. Parfois, c'est un peu... Voilà, c'est bien d'avoir... Moi, j'adore faire ça, mais c'est bien d'avoir un endroit comme ça, un peu en jachère, où tu puisses aller, quoi, et montrer un peu ton univers aussi, quoi. Attends, parce que c'est que là, c'est compliqué pour... C'est quoi cet appareil? On a l'impression d'être dans les films. C'est quoi là ce. Comment il s'appelle? Tu sais, un précurseur de Brecht là, qui a écrit des petits sketchs. Carl Valentin? Ouais. Il y a un sketch qui s'appelle Chez le photographe. C'est un mari et une femme. Le mari est très 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 grand et là, c'est genre c'est un nain et un géant. C'est super drôle. Ah ouais? Ouais. Il n'arrive pas à les faire tenir tous les deux dans le cadre. Elle est sous ex. Ouais. Bon, et puis ça marche pas. C'est pas grave. Mais tu vois, ça, c'est beau, ça.
Avec des traces, tu vois. Avec des traces. En fait, voilà. Moi, j'aime bien. Avec le petit chapeau chinois. Ouais. Et ça, c'est super beau parce que c'est du pola, quoi. Tu vois, le pola. Sans la qualité, c'est magnifique. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Ouais. Avec ton appareil, et puis voilà. Tu leur parles. Ils ont des noms un peu Diana, Olga, Olga, Diana. Aztec, Patate. Est-ce qu'on peut dire que je suis un collectionneur? Non. Parce que je m'en suis servi de tous ces appareils. Quand tu as fait tes repérages, c'était avec quel appareil? Soit avec le Leica, soit avec ça. Mon petit, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est un petit Canon Ixus. Ça, c'est le plus récent. Ouais, c'est un petit numérique, 4 millions de pixels, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire des photos qui sont comme un carnet de bord pour moi. Et qui permet de déblayer le terrain. Et ensuite, je pense qu'il faut... Enfin, moi si tu veux, je vais vous montrer, j'ai fait un sujet en Tunisie et j'ai pris que cet appareil, c'est mon fétiche, c'est mon Rolleiflex, voilà. C'est les premières photos, donc c'était du noir et blanc. Maintenant, je fais presque plus de noir et blanc. C'était aux États-Unis. Voilà. Il y a un truc dans les premières photos qui est comme un premier jet, quoi, C'est qui, là? Ça, c'est un ami. J'ai photographié d'abord des paysages que tu verras après, mais après, assez vite, je me suis mis à photographier les gens et à ne pas avoir peur d'y aller. Voilà, ça c'est quelqu'un qui dormait. Il y a beaucoup de gens qui dorment aussi. Voilà. Un sans-logis, quoi. Dans le métro. Finalement, surtout quand tu as le rapport au film, quoi. Une photo, c'est une image arrêtée, presque parfois des images volées. Je trouve que le cinéma est plus dur et en même temps, c'est plus passionnant parce que tu essaies de filmer des gens, de faire en sorte qu'ils soient bien. Au début, c'est pas très bien, puis tu bredouilles un peu, puis ensuite tu finis par trouver. Enfin, mais je trouve ça bien parce que tu t'attardes avec des gens, alors qu'en photo, bon. Voilà. Elle est belle. Ouais. Ouais, il y avait un maquillage incroyable. Les gens qui dorment, il y a beaucoup ça. Ça, c'était à Berlin. On répétait avec Ostermayer. Et là, c'était notre salle de répétition. Il y avait ce mannequin sous les gradins. Et je l'avais sorti parce qu'il y avait un petit bonhomme avec un hôtel juste à côté, avec un petit bonhomme qui était là, dessiné. Ça. Voilà, ça j'aimais bien parce que c'était à Los Angeles. Et c'était à Malibu Beach. C'est là où ils tournent Alerte à Malibu. C'est la plage qui est là, mais il y avait... Voilà, on était au mois de novembre et il y avait l'océan Pacifique qui était comme ça, qui était très beau. Avec cette porte comme ça ouverte, ça me faisait penser à du Beckett. Cette porte qui ouvre sur une chaussée qui est défoncée, sur rien, quoi. On était à Sfax. Et dans l'hôtel dans lequel nous étions, il y avait un soir les élections de Miss Sfax. Donc voilà, elles sont là. Tu les trouveras en dernier. Voilà. Elles étaient toutes dans l'hôtel et c'était assez beau parce qu'il y avait les grands-mères, les petites filles. Ça, c'est en Tunisie. Voilà, ça c'était les maisons troglodytes. Un cinéma, vieux cinéma Rex. Une route. Brings the rain.
C'est ce photographe qui a suivi Vivienne Lee pendant 40 ans de carrière, quand elle était mannequin au début, à sa naissance comme actrice au théâtre anglais, dans les films de Korda, jusqu'à ses années hollywoodiennes. Et puis le retour dans les années 50 avec Brooke, avec Laurence Olivier. Elle y allait à fond dans les rôles. Hein. Et voilà. Je trouve qu'elle s'abandonnait. Ça, c'est dans Street Car Named Desire. Comment ça s'appelle? Un tramway. Un tramway, voilà, un tramway. Oui, c'est pas mal ça. Hein? Ouais. Voilà, oui, je trouve que c'est mieux. C'est mieux que de rentrer dans la photo. Donc voilà, ça c'est vraiment un travail sur la couleur et c'est ça qui pourrait s'appeler couvre-feu, Catherine. Couvre-feu. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'humains finalement là-dedans. Ça c'est la gare de Liverpool. C'est un travail où les humains sont tout petits, comme ici. C'est un travail vraiment sur la couleur là. C'est qui? C'est une copine. Ouais, c'est dans des termes. Voilà. C'est au Japon. Mais il faut voir. Le vivre là-haut. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bah, monte, coupe le truc. Ouais, ce qui était intéressant, c'est ça, c'était comme une sorte d'anagramme. Vivre et Kirin. Voilà, ça, tu vois, les gens se confondent finalement avec les bâtiments. Là, on est. Ah, voilà. Les deux tours. Séparation de balcon, ça c'est... Au Japon, comme il y a des tremblements de terre, ils n'enterrent pas les lignes électriques. Ça, c'est Ozu. Ouais. Ah, ça, c'est bien. Bon, je vous montre ça, c'est un... Ah, voilà, c'est pour essayer de faire bégayer un peu tout ça, quoi, la photo. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des périodes, mais faire quelque chose de très naturaliste comme ça, prendre une photo très nette, etc., c'est pour moi de moins en moins intéressant. Donc c'est essayer de trouver une matière qui est peut-être plus proche du dessin. Voilà. Et donc pour en arriver à cette photo que j'aime beaucoup, moi, qui a été faite en numérique et qui ressemble presque à une peinture, là, à ce moment-là. Plus on joue, plus on a une conscience qui est grande, quoi. C'est-à-dire quand tu joues des grands textes, quand tu joues Artaud, quand tu joues Beckett, quand tu joues Genet, quand tu joues Édouard Bond, quand tu joues Tchekhov, tu vis de plus en plus difficilement, puisque tu as toutes ces consciences quand même que tu peux pas oublier, quand même. Parce que quand tu joues ça, c'est que tu passes du temps avec eux, quand même, avec ces auteurs-là. Donc il y a une conscience avec laquelle tu vis après, tu peux pas oublier comme ça. Donc je pense que tu vis avec ça et que c'est pas... En même temps, c'est assez gai, parce que j'ai l'impression que tu t'ouvres de plus en plus, tu deviens de plus en plus intelligent. Enfin, il y a de plus en plus de conscience qui se bouscule en soi, et en même temps, il faut savoir les porter. Mais il faut de la légèreté, je crois, j'ai l'impression. Là, tu la vois l'échelle?
Voilà le chantier du béton. Le chantier en face de chez toi. Ouais. C'est pas mal. Donc c'est juste en face de chez moi. Là, t'as le sentiment de faire du cinéma. Ouais, vachement. Attention, tu vas croiser Voilà, allez, serpent de croisons-nous. mer. Attention. Ah. T'es où? Tu peux allumer un petit peu dans l'appartement? Allume le halogène tout doucement, pas trop fort. Voilà, vas-y. Halogène. Pas mal. Tout doucement, hein. Voilà, voilà. Et le reste, vas-y. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, dis donc. Ouais, la grosse. Et puis... ouais. Et puis la petite qui est là. Corsini, viens. Attends, je crois qu'il faut remonter un étage en plus. J'ai adoré ces portes, pas toi? Mais quand tu étais ici, est-ce que on te disait, parce que nous on n'a jamais été dans les mêmes classes finalement, on a peut-être eu parfois les mêmes professeurs, mais est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a déjà dit par exemple à quoi tu penses, c'est quoi ton objectif, ou est-ce que tu travaillais aussi en termes d'action, tu sais les actions stanislavskiennes? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Enfin, il n'y avait pas... Parce que... Tu avais des nœuds, est-ce que quand tu jouais, tu avais des nœuds d'acteurs? Est-ce que tu arrivais à des moments charnières où tu avais un blocage? Et est-ce que tu sentais qu'on venait et puis on pouvait défaire le nœud ou t'aider à arriver? Oui. Je ne vais pas dire résultat, mais... Oui, mais c'est bien souvent, je sais pas, j'ai l'impression que c'est bien souvent moi qui ai fait le travail pour défaire le nœud. Je crois. Après, un metteur en scène en France, au théâtre, il a sa vision de la pièce et une vision générale. Il y a des très bons metteurs en scène où effectivement, le travail de l'acteur n'est pas forcément primordial, j'ai l'impression. Ici, je crois que c'est vrai, on avait... On travaille seul, même au cinéma, je trouve que souvent... Ouais. On a peut-être, toi et moi, eu 2 fois ou 3 fois des... Moi, je sais que Breillat, Gatliff, ou peut-être toi, Chéreau, ou... c'est des gens qui vont vraiment chercher, au-delà de la proposition première, de la première prise. C'est vrai. Qui vont travailler avec toi dans les prises, qui vont même parler sur la prise. Non, mais voilà, rares sont les gens qui partent, finalement, qui partent de l'acteur pour développer la situation. Et voilà, moi, ce que je repère, finalement, c'est qu'un metteur en scène qui fait une sorte de mise en scène, on apprécie cette mise en scène. Si après, il fait un autre univers totalement différent,
les gens ne vont pas aimer parce qu'ils ne vont pas reconnaître. Et je crois qu'en France, on aime bien reconnaître. Du coup, un metteur en scène peut monter une pièce, reproduire cette forme à chaque fois, même s'il change d'auteur, etc. Un acteur ne doit pas jouer un auteur Beckett, on ne le joue pas pareil que Genet, parce qu'il y a un autre rythme, c'est ce dont on a déjà parlé, mais un metteur en scène, c'est pareil. Un metteur en scène ne peut pas monter Kafka comme il monte Tchekhov. Or, bien souvent, tu retrouves la forme. Voilà. Et on oublie absolument qu'au milieu, il y a l'acteur. Et moi, des metteurs en scène comme ça, j'en ai rencontré plein, où finalement, c'est l'acteur qui va... Toi, tu vas tous les soirs jouer 40 fois le même spectacle, le metteur en scène, il n'est plus là, il est déjà en train de préparer un autre spectacle, et puis voilà, il s'en lave les mains, on a écrit un bon papier sur son truc, et tout va très bien. Mais il y a l'acteur qui est là tous les soirs, et qui joue tous les soirs, et qui, lui, se confronte à la respiration d'un texte, à la respiration d'un auteur, et qui est là, et qui défend le truc. Et que ça, bien souvent, on l'oublie, tu vois, on l'oublie. Voilà. Donc moi j'adore quand un acteur finalement décide de faire une mise en scène. Je trouve ça beau parce que lui au moins il n'oubliera pas ce que c'est qu'un acteur. Il n'oubliera pas l'acteur et je pense que en finale, je pense que si tu fais confiance aux acteurs, au travail d'acteur et que l'acteur lui-même va définir la mise en scène, faut que ça lise, faut que ça travaille, faut que ça lise autour, faut qu'il y ait un metteur en scène qui te nourrisse, qui t'apporte des choses, qui te... Eh ben, je crois qu'au final, au début, tu bredouilles, et puis à la fin, quand même, tu as quelque chose de l'essence de l'auteur qui arrive à sortir de tout ça.